Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des gestes écologiques. Et je parle de gestes écologiques qui coûtent pas cher et qui finalement soit vont vous faire pas dépenser plus d'argent, soit même vont vous faire des économies. C'est le cas notamment des produits pour les soins et des produits parce qu'on paye de plus en plus pour sa santé, et des produits de beauté. Il est bien clair que les panneaux solaires, les voitures hybrides, tout ça, on le laisse à des gens qui ont les moyens. Même s'il y a des aides, c'est pour des gens qui ont les moyens. En ce qui concerne l'énergie, vous pouvez toujours chauffer au bois. Attention, chauffer au bois est naturel parce que de toute façon, il faut bien que vous vous chauffiez. Vous avez besoin de chaleur. Par contre, brûler ces déchets de jardin n'est pas écologique puisque c'est du CO2 inutile et que vous ne cherchez pas à vous chauffer ou à cuire un aliment. Donc c'est là la différence, il faut replacer à chaque fois dans le contexte et ce n'est pas si compliqué que ça a l'air. Donc vous pouvez avoir des poêles à bois, 350 € qui coûtent pas cher si vous avez déjà un conduit cheminée. Évidemment, il faut déjà l'avoir parce que quand on n'a pas beaucoup de fric, voilà. Donc vous pouvez faire cet effort. Oui, vous avez à Brico Dépôt des poêles éligibles au crédit d'impôt, mais vous ne toucherez rien, je vous préviens tout de suite, ce qui est stupide. Donc, ils nous disent qu'il ne faut pas garder les vieux poêles parce qu'ils sont vecteurs de goudron, sauf que les gens pauvres achètent des poêles anciens qui relarguent du goudron parce que c'est moins cher et parce qu'ils n'ont pas d'aide tout bonnement, et ça va pas parce que ça pollue. Ce qu'il faut, c'est un poêle qui soit récent et qui soit aux normes au niveau du relagage de goudron, et pas faire comme quelqu'un de ma famille en disant il suffit de bien entretenir. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous n'avez pas d'appareil pour savoir combien votre poêle à bois génère de goudron, c'est pas à vous de décider, c'est à l'État et aux écologues. Le vrai terme est écologue et pas écologiste, en tout cas ceux qui connaissent quelque chose à l'écologiste et qui ne font pas de la politique écologie, mais qui font de la véritable écologie. Ça s'appelle un écologue, parce qu'il a étudié, parce qu'il a été en fac de biologie pour ça. Donc je vous invite d'ailleurs à écrire au ministère de l'environnement pour signaler que les gens qui sont pauvres pourraient éventuellement installer un poêle à bois pas cher, premier prix, éligible au crédit d'impôt, mais qu'ils le font pas. Pourquoi? C'est pas compliqué, parce que faut l'accord du propriétaire. Ça, si vous payez, c'est pas un problème. En général, si vous payez et que vous récupérez votre poêle à bois en changeant d'endroit, soit pour le revendre, soit pour la réinstaller là où vous déménagez, il n'y a pas de problème, en bouchant évidemment le conduit, mais ça, il suffit de juste un peu de place, c'est pas compliqué. Et en plus, le problème, c'est que c'est pas éligible au crédit d'impôt, donc vous avez plus tendance à acheter des poêles d'occasion qui sont polluants. En fait, les pauvres ne peuvent pas faire l'effort écologique qu'on leur demande pour le chauffage. Ça, c'est pas possible, sauf si vous avez 3 ou 4 gosses que vous faites en toute irresponsabilité. Alors là, vous pouvez demander un prêt à taux zéro pour mieux isoler et donc consommer moins d'électricité pour votre chauffage. Mais c'est à peu près tout, quoi. Donc, il faut pondre des gosses de façon irresponsable pour pouvoir faire un geste écologique à ce niveau. Vous voyez bien que ça ne va pas. C'est que pourquoi ce poêle à bois est écologique? Tout simplement parce que l'arbre, en grandissant, consomme du CO2 pour produire de l'oxygène, comme toutes les plantes. Et comme il fait ça, déjà, quand vous allez vous chauffer, vous avez déjà remboursé votre dette de CO2 avant de la produire. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça, c'est pour ce qui est ne pas utiliser de l'énergie fossile, ne pas utiliser de l'électricité. Un autre problème se pose, c'est la gestion des forêts.
Donc, en fonction du stockage que vous allez pouvoir faire, évidemment, vous allez pouvoir plus ou moins jouer dessus, pas forcément. C'est à vous de voir en fonction de votre bourse et votre capacité de stockage. Le mieux, c'est de prendre des bois d'essence variés chez quelqu'un qui vous vend du bois à l'aster. Et en prenant celui qui produit des essences variées et pas des monocultures style pain. Ce qui n'est pas le cas des granulés. Mais évidemment, pour des problèmes de stockage, ça peut vous être difficile, surtout si vous avez déjà acheté un poêle à granulés qui va être plus cher que le poêle que je vous propose. Donc là, vous avez une caisse de granulés à stockage et vous appelez le fournisseur, vous achetez en magasin. Donc évidemment, au granulé, c'est déjà moins écologique, mais ça l'est quand même, pour la raison que je vous ai dit d'abord. Donc ne culpabilisez pas si vous en êtes réduit à ça. Après, chaque situation est différente, on fait les efforts qu'on peut. Et il faut savoir que les granulés économiques, qui sont bon marché, en fait, ils proviennent de palettes. Donc, vous allez avoir un rapport calorifique qui va être moindre. Donc, non, n'achetez pas ça, achetez quand même des granulés de qualité qui sont directement pris à partir d'arbres sur pied, de pin, même si c'est pas le meilleur. Pour ce qui est les bûches reconstituées, moi, c'est ce que j'utilise. J'utilise des longues durées que je trouve chez Abricot Dépôt et des durées normales que je trouve ailleurs parce que c'est moins cher, hein, on fait comme on peut. Et donc ça fonctionne très bien. Donc mais sur ces bûches reconstituées, je ne sais pas s'il y a différentes essences. Peut-être que ce sont des bûches effectivement où il n'y a qu'un type d'essence. Je n'en sais rien pour le moment. Il faut manger le plus naturellement possible, c'est-à-dire manger le plus frais possible. Éventuellement, préférer les surgelés aux conserves parce qu'il y a moins d'additifs et les plantes sont cueillies de façon plus fraîche, mais il ne faut pas croire que c'est totalement naturel de manger du congelé. C'est un palliatif. Faites la différence entre ce que vous utilisez comme palliatif parce que vous n'avez pas les moyens en temps et en argent de tout faire et ce qui serait le summum, parce que personne ne peut tout faire, hein, ce n'est pas vrai. Essayez de vous soigner au naturel. Pourquoi? Parce que d'abord, les médicaments, vous en ingurgitez moins qui sont nocifs pour vous, mais aussi dans la production, il y a moins de faits de pollution dû à la production. Ce n'est pas seulement pour vous, votre petit confort naturel, préserver votre corps, ça a aussi un impact sur l'écologie. Tout ce qui est produit chimiquement est mauvais pour l'écologie. Il ne faut pas rêver. Après, on fait comme on peut. Hein. On peut pas prendre à 100% que du naturel. Moi, j'en suis depuis quelques années à prendre quasiment du naturel, à part peut-être un cachet d'aspirine tous les 5 ans. Mais tout le monde n'a pas l'opportunité de faire de l'auto-reiki et du doin correctement comme je fais. Cela veut dire consommer tout ce qui est faussement naturel. C'est vrai pour les hormones dites naturelles. Les hormones naturelles ne sont pas des produits naturels. Ce sont des hormones qui ne sont pas des hormones de synthèse, c'est-à-dire construites chimiquement, c'est-à-dire produites par un corps vivant. Mais ça ne veut pas dire qu'elles soient naturelles, parce qu'elles sont extraites de façon chimique. C'est le cas aussi des vitamines. Et c'est aussi le cas des sels minéraux. Donc, quand vous voyez qu'il y a des additifs en sels minéraux, vitamines, ça va pas. Quand vous demandez de vous faire prescrire des hormones, ça ne va pas. Vous êtes dans le chimique, vous n'êtes pas dans le naturel. Et le cas du calcium, le calcium, vous préférez le calcium de l'algue Lithothum calcareum, qui est malheureusement en disparition parce qu'on en a trop abusé, mais je ne connais pas d'autres algues qui produisent du calcium. Ça peut dire aussi ne pas avoir peur d'en abuser et consommer un peu d'amande qui contient du calcium, est plus assimilable, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que le lait de vache. Le lait de vache, le calcium dans le lait de vache est très difficilement assimilable parce que c'est fait pour les petits veaux, c'est pas fait pour l'humain, et en plus on a fait de la surproduction. Donc les vaches produisent même pour elles-mêmes un lait qui n'est pas si sain que ça.
Et en plus, si vous prenez du lait, du calcium qui provient du lait, le problème, c'est que le lait, comme il y a une concentration naturelle dans la mamelle, quelle que soit l'espèce, c'est un peu plus pollué. Donc, il faut bien comprendre que les produits naturels extraits de façon naturelle, ce n'est pas des hormones, c'est pas des vitamines, c'est pas, voilà, les façons d'extraire, c'est l'infusion, c'est la décoction, c'est éventuellement les huiles essentielles par distillation, mais c'est vraiment la limite, et la pression à froid pour les huiles. Il ne faut pas croire que parce que limitez-vous à ce genre d'extraction. S'il n'y a pas ce genre d'extraction, il y a un problème. Ce n'est pas un produit naturel, même si à la base, le produit qui a été utilisé sont naturels. Les fleurs de bac, c'est de l'infusion. On ne sait pas comment ça marche, mais c'est de l'infusion. Hein. C'est pas une extraction chimique. Il y a des petites choses à savoir pour faire la différence entre non chimique et chimique. Et pas la vitamine E, c'est naturel. Oui, c'est produit pour le corps, mais les extraits de vitamine E, c'est tout sauf naturel. La déshydratation est naturelle, par séchage, oui, mais la lyophilisation n'est pas naturelle. Je me demande comment je dois encore préciser ce genre de choses. La chicorée industrielle n'a rien à voir avec la chicorée médicinale. Ce n'est pas la même plante. La chicorée industrielle est quelque chose qui a été produit sous les guerres napoléoniennes à cause du blocus, anglais, parce qui empêchait l'arrivée du café, mais ce n'est pas une plante qui est médicinale. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Elle n'est pas industrielle en elle-même, mais elle a été produite pour des usages industriels, c'est-à-dire pour avoir un effet moins fort, pour pouvoir être consommable tous les jours. La chicorée médicinale est très peu utilisée en herboristerie parce que c'est assez violent. Pour la prostate, les hommes en prévention uniquement ou pour éventuellement éviter une aggravation, c'est les orties. Bon, c'est mieux de faire une teinture à base mi-cognac, mi-eau, mais si vous savez pas comment faire, vous pouvez, le temps de savoir comment faire, soit vous me demandez, soit vous prenez en infusion. Et vous pouvez faire ça régulièrement dès la quarantaine. Utiliser les graines et les fleurs, pas seulement les feuilles. Et puis les racines. Il faut faire des choses simples. Si vous ne savez pas, c'est là qu'il y a des professionnels. Soit votre médecin pour des choses chimiques, soit votre thérapeute qui va vous indiquer des alternatives naturelles ou qui va avoir des séances naturelles que vous n'obtiendrez pas forcément en ingérant quelque chose parce que c'est vu sur le net, parce que pas adapté. Et pour soigner un rhume, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Je vais vous citer des huiles essentielles qui peuvent être respirées dans un diffuseur. Eucalyptus radié, Ravinsara tea tree. Vous pouvez l'utiliser dans un diffuseur ou les mettre à la place de vos pastilles, dans vos inhalateurs, à la place de vos pastilles d'inhalation. Vous pouvez utiliser des infusions de romarin de façon soit curative, soit de façon préventive pour les rhumes et les grippes. Pour le stress, c'est plutôt des fleurs de bac qu'on va utiliser. Les fleurs de bac sont à la fois utiles pour les animaux et les humains. Bon, il y a du rescue spécial animaux, mais il y a que le rescue qui est spécial animaux dans les fleurs de bac. Vous utilisez les autres pour les animaux. En général, on utilise plus le rescue pet qui est efficace pour le dressage parce que dans certaines huiles essentielles, il y a du cognac et qu'on essaye d'éviter chez les animaux et l'enfant le cognac. Mais bon, c'est pas quelques gorgées de cognac qui vont quand même rendre sous votre animal si vous faites attention. Pour tout ce qui est musculaire, l'arnica, si vous avez reçu un coup en homéopathie, marche très bien. Si vous prenez quelques granules dès le coup, les baumes musculaires fabriqués avec de la cire d'abeille vous-même, avec de l'huile essentielle de lavande, ou en cas de déchirure musculaire, en fait, ce qui marche, c'est l'huile essentielle qui peut être vendue
de camphrier ou d'arbre à eau, de bois de haut. Le bois de haut, c'est le camphrier, hein, c'est une appellation commerciale différente, c'est tout. Si vous avez des problèmes de jambes lourdes, c'est la vigne rouge qu'il faut utiliser. La vigne rouge, mais je vous conseille en gélule. En fait, dans les gélules, vous avez des plantes qui sont obtenues par dessiccation naturelle à l'intérieur, et avec des capsules qui se résorbent. C'est pour ça que c'est naturel. Ça peut vous donner l'air de chimique et vous dire mais pourquoi elle ne dit que c'est naturel? Mais non, mais c'est naturel. Attention au vinaigre de cidre, aux extraits de pépins de pamplemousse, aux oranges, au citron. Ça, c'est des utilisations ponctuelles qui vont vous démolir l'estomac si vous en abusez, surtout si vous en abusez en hiver. Vraiment, faites attention. Les gens sont souvent déçus des médecines naturelles parce qu'ils essayent tout et n'importe quoi sur un mauvais conseil ou en n'écoutant pas le conseil dans la totalité. Ça, c'est des choses à utiliser en petite quantité et de façon graduelle, mais pas en grosse cure comme ça. Non, à titre préventif. Vous avez un petit souci, vous utilisez ça, mais surtout pas. Puis surtout l'orange ou le citron le matin, il n'y a rien de plus néfaste pour l'estomac. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est à vous bousiller l'estomac. Ça, c'est des petits conseils que je vous donne. Mais si vous voulez plus, il faut voir un médecin ou un thérapeute. Alors le médecin, vous allez le voir, ou le vétérinaire s'il y a urgence et que vraiment c'est grave, ou alors que c'est quelque chose de chronique, désagréable, qui est presque de l'ordre de l'urgence, très désagréable, très inconfortable, et qu'il faut vraiment faire quelque chose avec quelque chose de plus puissant. Mais si vous avez de la chronicité supportable ou un petit inconvénient qui vient juste d'apparaître, c'est là que vous allez voir votre thérapeute et qui, s'il est honnête, votre thérapeute de médecine naturelle, et qui, s'il est honnête, vous direz attention, là j'arrive au maximum de ce que je peux gérer. Franchement, je vous conseille d'aller voir un médecin. Les bons vous conseilleront d'aller voir un médecin. Les mauvais vous diront oh moi je peux tout guérir. Voilà, c'est la différence. Alors nous allons parler un peu produits de beauté. Les produits de beauté qu'on peut utiliser. Donc déjà, non, ne vous mettez pas votre marque de café dont on ne sait pas ce qui a traîné, ce qui a été émis comme pesticide sur le café qui a été produit. Éventuellement sur du bio, mais non. De toute façon, c'est pas ce qui va être le plus utile, contrairement à ce qu'il a dit, pour nettoyer votre cuir chevelu. Le plus utile, c'est la cannelle. Et la cannelle, vous allez sur le site Aromazone, c'est en vente pas cher. Franchement, le site Aromazone, il y a plein de recettes plus ou moins compliquées. Après, vous faites en fonction du temps. Donc, si vous avez pas trop de temps et que vous voulez vous faire quelque chose de rapide, vous faites une préparation à base de cannelle que vous gardez pas parce que ça décolore un peu les cheveux, et vous faites votre coloration chimique derrière. Bon, maintenant, si vous voulez plus vous investir, vous allez faire ils vendent de très bons produits naturels pour faire des teintures naturelles. Et donc, ça va il y a le henné, la base principale c'est le henné, mais vous allez vous apercevoir qu'en fonction de la teinte que vous allez obtenir, surtout que le henné teinte peu les cheveux blancs, donc il vous faut d'autres choses que le henné pour teindre vos cheveux. Alors, faut pas rajouter de jus de citron sur une teinture au henné, parce que ça va faire l'oxydation que vous attendez du henné pour avoir de magnifiques reflets. Donc, si vous faites ça, non, ça va pas. Donc, le mieux, c'est, si vous avez besoin de vous nettoyer votre cuir chevelu ou d'un soin, vous faites le soin sur vos cheveux. Vous lavez vos cheveux avec votre shampoing. Et après, vous faites votre teinture au henné. Pourquoi? Parce que si vous lavez tout de suite vos cheveux derrière, non, ça ne va pas. Voilà, c'est une des erreurs sur la teinture au henné. Ça ne va pas parce qu'il faut quelques jours. Moi, j'attends toujours une semaine avant de me laver les cheveux après une teinture au henné, parce que l'oxydation de votre henné sur vos cheveux qui fait vraiment toute la valeur
de la coloration du henné, ben vous allez la perdre, vous n'allez pas avoir votre reflet, vos cheveux seront moins colorés. Et donc, en fait, vous rincez seulement à l'eau claire. Moi, je garde plusieurs heures mon henné. En général, d'ailleurs, je mets du film transparent. Là, vous savez, les films qu'on utilise pour cuire, pour conserver plutôt pour film alimentaire, pas pour cuire, pardon, pour conserver les aliments. C'est ça que je mets. Hein, les films transparents, je mets ça par-dessus mon henné. Donc effectivement, c'est tout un chantier. C'est pas facile, surtout si on se le fait seul. Si vous avez une copine pour vous entraider, tant mieux. Et non, c'est un peu de boulot les premières fois parce que vous mettez du temps à faire ça dans votre douche ou au-dessus de vos lavabos sans faire trop de cochonneries. Mais à l'expérience aidant, vous salissez de moins en moins. Il faut utiliser des pinces et donc il faut attendre vous rincez mais vraiment longtemps en prenant votre douche vos cheveux, hein, et vous attendez une semaine avant de faire le shampoing. Je vous conseille là une recette pour l'épilation. Alors, ce qui est important pour l'épilation à la cire, hein, je parle d'épilation à la cire et pas des trucs chimiques qu'on peut vendre. Toute esthéticienne vous le dira, c'est de désinfecter d'abord et après d'apaiser. Donc, si vous utilisez une méthode naturelle qui coûte pas grand-chose, du jus de citron et du sel, vous mélangez du jus de citron et du sel, hein, à peu près en quantité égale, et vous étalez ça sur la zone épilée après épilation, et ça va vous désinfecter. Je vous préviens, ça pique. Bon, moi j'ai essayé sans mettre de crème apaisante derrière, ça marche, hein. Ce qui se passe, c'est que sur les zones des bras et des jambes, après quelques épilations, une dizaine, 4 ou 5 pour celles qui sont moins poilues, eh bien, il commence à apparaître des zones qui ne sont plus épilées sur de longues périodes, au bout d'un an ou deux. Eh ben, ces zones, même si vous restez un an ou deux sans vous épiler, vous vous apercevez que ces zones restent sans croissance du poil. Donc, vous voyez, ça marche. Mais par contre, pour le maillot, ça marche pas comme ça. Pour le maillot et les aisselles et la moustache, c'est seulement que les poils repoussent moins vite. Et c'est certainement qu'il faut des années de pratique pour que l'épilation soit aussi efficace que pour les jambes. Et donc après, vous pouvez adoucir la zone irritée, après avec de l'huile d'amande douce ou de l'huile de calendula ou de l'huile de millepertuis en fonction de la qualité de votre peau, et vous trouverez ça en parapharmacie. Ce sont des huiles qui sont peut-être un petit peu chères, mais vous y retrouverez. Parce que en fait, vous achèterez beaucoup moins en fait de cire, parce que vous épilerez moins souvent, parce que le fait d'apaiser la peau va faire que la pousse du poil va être retardée finalement. Et surtout si vous utilisez le jus de citron pour le sel, alors là c'est radical. Vous utiliserez au bout de quelques séances d'épilation, vous utiliserez 2 fois moins de cire. Donc ça vaut le coup, hein. Économiquement ça vaut le coup. Si vous vous soignez la peau du visage, par pitié, ce dont votre visage a besoin, c'est surtout de vitamine E. C'est ça, hein, le principe avec le rétinol qui vous permet de limiter le vieillissement du visage, ça et rien d'autre. Vous pouvez mettre un peu d'huile végétale en fonction de votre peau, hein, la qualité apaisante ou hydratante, c'est noté, hein, sur les huiles en parapharmacie. Vous pouvez même demander conseil à la vendeuse, mais moi j'en ai acheté et c'est écrit dessus. Donc même sans trop y connaître, vous pouvez pas faire de grosses bêtises. Vous utilisez en fonction de votre type de peau, et vous pouvez rajouter quelques huiles essentielles. Suivant, il y a des huiles essentielles qui sont plus indiquées pour les peaux grasses et d'autres qui sont plus indiquées pour les peaux sèches, et en fonction de vos problèmes de peau, acné et compagnie, il y en a qui sont typiques d'un certain problème de peau. Donc vous voyez, sans trop y connaître grand chose, vous pouvez faire des choses simples. Vous pouvez préférer du savon solide
au savon liquide ou de la lessive en paillettes à du savon liquide parce que tout bêtement, il y a moins de sulfate dans ces lessives. Vous avez des problèmes pour un autre problème, eh ben consultez. Ne rêvez pas. Si vous consultez le bon thérapeute, vous allez gagner en temps, en argent, parce que vous serez moins malade, parce que vous aurez moins besoin d'aide à appeler en urgence, parce que vous pouvez pas vous occuper de vos enfants, mais vous allez vous y retrouver sur tout. Et il ne s'agit pas d'aller voir le thérapeute toutes les semaines, il s'agit juste d'y aller 1 ou 2 fois par an. Et parfois, il y aura même certaines années où vous n'aurez même pas besoin du thérapeute. Alors évidemment, si vous restez 5 ans, mais il faudra peut-être 10 séances pour remettre tout ça en route. Et je vous assure que oui, même à 40 € de l'heure, je ne parle pas évidemment des gens qui sont plus pointus, qui ont leur clientèle et qui se permettent de demander 90 € la séance, non. Je vous assure, vous allez mais vraiment vous y retrouver. Et ça fait partie des gestes pour la nature, en plus d'économiser l'eau, en plus de faire du trait sélectif, en plus de lutter pour tendre vers le zéro déchet. Bon, évidemment, le zéro déchet à 100%, c'est difficilement exploitable dans de sociétés modernes. Ça l'était plus avant, quand on conservait les bocaux, quand on conservait les ceci, les cela, quand on conservait des trucs qui étaient totalement peu industriels. Maintenant, avec les emballages et tout, c'est un peu problématique. On peut seulement s'améliorer. Surtout, le traditionnel, quand on a un jardin, le traditionnel composteur, plutôt que de mettre que de brûler ces déchets du jardin. Hein. C'est mieux de le mettre dans le composteur ou de l'emmener à la déchetterie. Merci de m'avoir écouté.